Les animaux sont au cœur de votre vie, c'est vraiment quelque chose qui est intégré profondément et à votre activité professionnelle et aussi à tout ce que vous êtes, à tout ce que vous, puisque on évoquera la communication aussi animale, donc vraiment des choses très intimes avec les animaux. Il y a un rapport très intime avec le monde animal. Il vient d'où ce rapport intime? En fait, depuis toute petite, j'ai l'impression que je suis née animale plus que humain. Donc depuis petite, on me qualifiait même d'enfant un peu bizarre, hors norme, voire autistique en fait, à trouble autistique. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop expliquer en fait, cette connexion avec l'animal. Donc j'ai eu de la chance aussi par mon histoire familiale d'être née au fin fond de l'Auvergne. En gros, le cadre bucolique, les montagnes, les forêts, le petit ruisseau, ça aide énormément. Donc j'avais un rapport à la nature qui était vraiment très 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 présent. J'étais aussi enfant unique et j'ai passé beaucoup de temps seule avec les animaux. Voilà, et donc depuis petite, un rapport à l'animal fusionnel en fait, tout simplement. C'était mes frères, sœurs, même mes parents, et je me sentais vraiment totalement intégrée. Mais c'était avec des poules, avec des canards, avec des chiens, avec des oies, avec des chevaux. C'était vraiment tout le monde animal, y compris le monde sauvage, qui venait finalement me parler. Et finalement, quand on passe beaucoup de temps dehors, tranquille, en solitaire, avec aussi certaines capacités développées et ouvertes, en fait, le monde vient à nous. Donc, je passais du temps à jouer avec des bébés belettes ou avec mes propres chats. Et pour moi, c'était naturel, en fait, de tisser des liens puissants. Donc, je leur confiais aussi tout, enfant. C'était mon univers. J'étais vraiment très, très, très proche d'eux. Et puis, mes parents aimaient énormément la nature, donc on recueillait des animaux. On était déjà, en fait, dans cette ambiance très, très, très animale. Mais je les ai quand même poussés, parce que j'avais un amour débordant. J'aurais pu avoir des baleines, des éléphants et des chevreuils à la maison. Bon, heureusement, ce n'était pas possible pour eux. Mais du coup, j'ai quand même poussé mon destin et j'étais amoureuse. On va venir justement un peu avant ce qu'on avait prévu, puisque ça ouvre quand même directement sur la communication animale, là, pour le coup, cette espèce de rapport intime, charnel et spirituel presque, ouais, avec les animaux. Donc ouais. on va directement sur la communication animale, on parlera du reste ensuite. Ça a éveillé chez vous quelque chose de particulier en vous disant, enfin, déjà vous avez ressenti qu'il y avait un échange, qu'il y avait quelque chose, qu'on pouvait communiquer. Alors moi je suis totalement vierge sur la communication animale, je ne sais pas ce que c'est, peut-être on peut la définir déjà aussi un petit peu avant. La communication animale, qu'est-ce que c'est? J'espère qu'on ne va pas la définir, parce que justement je trouve qu'on souffre de trop de définitions, de trop de restrictions. C'est devenu très très à la mode, comme beaucoup de développement personnel, énergie, etc. De prise de conscience, tant mieux, mais elle est pour moi un peu trop définie. La communication intuitive, animale ou universelle, c'est juste la capacité déjà à rencontrer l'autre. Restons simples, humbles. Donc c'est des échanges vibratoires, c'est des échanges relationnels, c'est des échanges émotionnels. Et par-dessus, on peut avoir des échanges plus verbaux en fait, avec des compréhensions intellectuelles, avec une ouverture aussi sur d'autres plans, d'autres façons de regarder le monde, etc. Et ça, c'est venu, ça s'est construit de manière un peu empirique, cette prise de conscience et ce lien? Et en fait, c'est une petite déformation dans ma famille, on est tous plus ou moins médiums, guérisseurs, voilà, les tatas, tout le monde. Donc je baignais déjà dans quelque chose de plus vibrant et de « oui, c'est possible ». Ça, c'est très important, c'est-à-dire que depuis enfant, tout est possible, donc il n'y a pas de restriction. Et à partir de là, en fait, c'est naturel. Quand un enfant passe du temps dans la nature avec des arbres, avec des poussins, le dialogue s'installe tout seul, en fait. C'est un dialogue à la fois sensoriel, et c'est un dialogue aussi de mot à mot, et tout doucement, ça s'est précisé. C'est sûr qu'au fur et à mesure, ça s'est précisé. Mais pour moi, c'était tellement naturel que je pensais que tous les êtres humains communiquaient librement. Donc quand je suis allée à l'école et que j'ai grandi, ça a été un choc de concevoir que, en fait, non. J'étais anormale. C'était assez rigolo à vivre. Et donc, toute ma vie, j'ai essayé d'aider les gens à passer le pont, en fait, en disant « mais non, c'est tout à fait normal de communiquer. On est tous dedans. » Et du coup, à peut-être un peu formaliser la communication animale, entre guillemets, pour les non-initiés ou les non-communicants. Puisque si pour soi, c'est effectivement peut-être avec une méthode, peut-être, avec une manière d'être, comment on peut passer de cet état de conscience que le lien est possible, l'éprouver, le vivre, et ensuite, pas l'enseigner, mais le communiquer. Comment on le communique Alors on le communique parce que les animaux me l'ont demandé, en fait. C'est tout. C'est les animaux qui m'ont poussé vers les humains. Moi, j'étais très bien dans mon petit monde, je soignais que les animaux, mais même depuis enfant, etc. Mais il y avait un manque à l'intérieur de moi déjà aussi. Il y a vraiment le manque humain. Et donc les animaux m'ont aidé à m'accompagner en tant qu'humaine.
Donc ça, c'est la partie la plus importante de ma vie, je pense. C'est que vraiment, grâce aux connexions avec le monde animal, le monde végétal, ils m'ont aidé à accepter ma part d'humanité. C'est énorme. Énorme en paix, en douceur, en joie, en confiance, et puis en liberté d'évolution dans la vie, en fait, en tant qu'humain aussi. Et ça, c'est ce qui peut être apporté aussi aux autres. Voilà, et c'est ce que j'ai eu envie après d'apporter. C'est parce qu'à un moment, à force de rester dans ma petite bulle sauvage, les animaux m'ont dit « mais tu sais, regarde, telle personne, elle aurait besoin. T'as traversé ça, donne-lui. T'as traversé ça, pardon, donne-lui. » Et petit à petit, en fait, ils m'ont amenée à côtoyer les humains, et j'ai eu une envie, je suis tombée amoureuse des humains. Je suis tombée en amour autant qu'avec un bébé chat, et j'ai dit « mais pourquoi vous vous faites du mal alors qu'en fait, il ne faudrait pas grand-chose pour que la vie devienne à nouveau magique, enchantée et joyeuse, en fait. » Comment on fait pratiquement pour communiquer avec des animaux? Comment on fait? Ah ouais, ça c'est la question. Justement, il n'y a pas de réponse. Là, il faut venir au stage pendant... Voilà. Alors, parlons justement, oui. Mais le comment on fait, il est important, c'est qu'effectivement, on ne va pas rester tel qu'on est. On va baisser un peu son seuil de personnalité. Ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire, on est toujours habitué, depuis enfant, à regarder la vie à travers son propre filtre. Sa propre personnalité, son prénom, son origine, ce que je veux, d'où je viens, qui je suis, et comment on me définit. Et en fait, tout ça, ça n'existe pas dans le monde naturel. C'est vraiment quelque chose qu'on se rajoute, en fait. Et donc, c'est une énorme, la fameuse carapace. Voilà. Donc, cette carapace, en stage, on va vraiment l'accompagner, l'attendrir, l'aider à se calmer, en fait, pour qu'elle lâche. Et à partir de là, à partir du moment où chaque humain se reconnaît comme ce qu'il est, fragile, tranquille, aimant, peureux, avec toutes ses qualités et ses défauts, à partir de là, la communication, elle est facile, en fait. Juste reconnaître sa fragilité, son essence, voilà. Il faut se déciviliser un peu pour se renaturaliser. Oui, complètement. On serait en sauvage, mais c'est pas une fuite de la vie, c'est pas une fuite de la société non plus. C'est vraiment, je garde le même cadre, mais je fais fondre en fait tout ce qui était en trop. Donc c'est vrai que c'est un sacré cheminement, donc c'est pas dépendant de technique pour moi. On peut pas remplacer cette involution par de la technique qui se rajouterait à notre carapace en fait. Ou alors ça nous permettrait quelques petites connexions, mais on n'irait pas très très loin. Pour les humains, c'est une manière aussi d'aller mieux aussi, de se sentir mieux en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est vraiment pour ça qu'il y a cette double dimension, parce que au fond, les animaux ont besoin qu'on communique avec eux? Besoin, non. Envie, oui. Ça, c'est vraiment important. Beaucoup de gens se tournent vers la communication animale parce qu'ils veulent aider, toujours. Et puis à un moment, l'animal, il va le regarder, là, le petit lapin avec les grandes oreilles, il va dire « Ouh, attends, bouge pas, on va d'abord s'occuper de toi, humain. » Et ça, c'est une phase qui est hyper touchante. La personne commence à se laver, en fait, de ses propres besoins, de ses propres manques, etc. Et la communication, pour moi, c'est avant tout une notion de plaisir, c'est un échange. C'est un échange qui peut-être va mener à du mieux-être, du soin, ok, mais qui est surtout là pour la qualité de la relation. Donc l'animal, il a très envie, c'est naturel de communiquer, en fait. C'est naturel d'être dans l'expansion. Donc, oui, c'est génial, en fait, de communiquer, même pour les animaux. Ils sont friands, c'est magnifique. Moi, je vais quelque part, c'est la fête, quoi. C'est magique, magique, magique. Même auprès des animaux sauvages, quand c'est fait avec délicatesse. Voilà, si on est intrusif, c'est pas agréable. J'essaye de ne pas être comme ça du tout. Mais si on se propose qu'on est délicat, mais en fait, ils viennent. C'est-à-dire que vraiment, j'ai observé que tous les animaux veulent communiquer. Et ça permet de lever aussi des contresens qu'on peut faire parfois en se disant, je vous voyais tout à l'heure, vos chiens sont venus nous accueillir en aboyant, on pourrait penser que c'est de l'agressivité si on ne sait pas, et en fait non, c'est une volonté de communiquer. Ouais, vraiment. Surtout de la part de gamins, ça déborde en fait. Ça permet aussi cette façon de voir le rapport à l'animal, de débugger effectivement voilà, beaucoup de suppositions qu'on fait sur le monde en fait. Des projections. Complètement. Et ça, pour moi, s'il n'y a pas de technique, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des techniques d'apprentissage? J'ai envie de dire non. On va plutôt désapprendre. Et ce que je propose aux gens en formation, en stage ou en soins, c'est de désapprendre à leur vision du monde. Et en fait, on ne se rend pas compte, on pollue énormément sans le vouloir, parce qu'on projette tout le temps. On projette déjà par rapport à soi. Donc on est là pour nettoyer un petit peu son rapport à son propre corps, sa propre essence, et on projette énormément sur autrui. Donc quand il y a projection, il n'y a plus échange. Voilà, on travaille énormément là-dessus. Et effectivement, du coup, la communication animale, pour moi, c'est une alchimie en fait.
C'est une science de la vie, mais pas au sens exhaustif du terme, c'est un mystère de la vie. On plonge vraiment dans le mystère. On n'aurait pas réponse à tout, on ne va pas tout savoir sur tout. La communication, c'est pas fait pour analyser en fait, c'est fait pour recevoir. Et ça nous met vraiment dans une forme de quiétude. Et donc, plus on va se laisser toucher par le monde, plus on va recevoir d'informations, plus on va être en lien avec eux en fait. Les animaux sont vraiment avides de ça, c'est-à-dire de pouvoir nous approcher dans notre intimité, qu'on n'en pense rien, qu'on se laisse faire. Et on va recevoir beaucoup plus d'informations que si on arrivait vers l'animal en ayant des idées et des préconçus. Voilà. On parle un peu du lieu et on parle un peu aussi justement de cet enseignement. Comment vous transmettez aujourd'hui ce savoir-faire, cet art de la communication avec les animaux? En fait, ici, il y a un lieu qui est dédié à ça. Donc, moi, j'ai commencé il y a 17 ans d'enseigner, entre guillemets, l'art de mieux se connaître pour mieux communiquer aussi intuitivement avec les animaux et la nature. Et depuis 3 ans, on a pu avoir la chance d'habiter ici et de remettre à flot ce magnifique lieu qui, pour moi, représente tout ce que la nature a de générosité, de bonté, de calme. Donc, comment on fait? On accueille des groupes ici. Et en fait, le groupe, je vais vraiment en prendre soin. Donc, au-delà de techniques d'apprentissage, on va d'abord prendre des temps rien que pour soi. Et il est primordial d'aider l'humain à apprendre à s'aimer et apprendre à écouter son corps avant tout. Donc ça passe par des petits jeux, des petits exercices sensoriels, des petits moments où on se retrouve soi en fait, et on apprend à s'écouter déjà. En s'écoutant, on apprend à faire le tri entre ses pensées et ce qu'on peut capter effectivement de l'extérieur. Parce que souvent on confond, on ne sait pas quoi croire en fait. Donc ça s'appelle le discernement. Mais c'est un discernement qui est léger, qui part du corps, de la sensation. Donc j'accueille les groupes ici, on va réapprendre les sensations, on va réouvrir un petit peu notre capacité à entendre, à ressentir. On va parler de nous aussi, ça c'est important que les gens comprennent que ça parle de soi, la communication animale. On est différents à différents moments de nos vies et c'est ça qu'on va mélanger en fait dans les groupes, on va rentrer en phase. Et finalement on va rencontrer l'humain d'une autre façon, très très joliment. Et ramener de la paix, de l'apaisement, de la joie et cette notion de confiance entre les êtres. Donc c'est un énorme travail sur soi, mais avec les animaux, c'est toujours festif, c'est toujours joyeux. C'est ça qui est chouette en fait. Et puis au cours des moments de travail sur soi au niveau corporel, sensoriel, on va glisser tout doucement des rencontres avec certains animaux. Alors on a beaucoup d'animaux ici, entre les animaux recueillis au refuge, les animaux qui vivent avec nous, l'élevage de chevaux, etc. Donc on a à peu près 80 résidents animaux, plus les animaux sauvages. On a beaucoup d'écureuils qui viennent nous rendre visite pendant les stages. Et on va aller à la rencontre de ces êtres, mais on va aussi aller à la rencontre d'animaux sur support photo, pour que ce soit plus simple au départ. Parce qu'en tant qu'humain, on nous a habitués à suranalyser visuellement. On est tout le temps en train de projeter une émotion, un jugement en fait. Et donc ici, on va apprendre à écouter et à essayer de ne pas trop penser. Donc c'est assez rigolo de voir les gens se débattre un petit peu entre les projections, les pensées, le ressenti. Finalement, ça va assez vite. Et ce qui est magnifique à voir, c'est que rapidement, là, il y a des gens qui étaient un petit peu anxieux, un petit peu inquiets, un peu tristes, ou qui se sentaient un peu fermés, rapidement. Voilà, c'est le bonheur en fait. On retrouve le bonheur et la joie de vivre. Et donc, tous mes stages sont basés là-dessus aussi. On ne remplace pas une carapace par rien, on remplace cette carapace par le goût de la vie. On apprend à écouter ses sens, à jouir vraiment, entendre ses sens. Et ça va nous mettre dans une disponibilité, un cadre, un temps présent aussi. Voilà. Donc c'est vrai que les formations sont vraiment axées sur l'écoute corporelle et l'écoute de soi et faire partie intégrante de cette connexion à l'autre. Voilà, c'est pas, on ne branche pas la télé pour écouter un animal, on fait partie de la rencontre et plus l'animal vient nous rencontrer, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à se connaître, plus on entend de choses sur l'animal et là l'intimité arrive. Voilà. La communication animale, pour moi, c'est une notion d'amitié et d'intimité. Voilà un peu comment ça se passe. Ce lien intime avec les animaux et avec les humains aussi, que vous avez créé, ressenti, il se fonde aussi sur une connaissance, là pour le coup, très aussi scientifique, ouais. des animaux. Il y a aussi cette dimension chez vous
qui vient étayer, qui vient quand même apporter aussi une force. Oui, il y a un ressenti, on n'est pas obligé d'être vétérinaire pour faire de la communication animale, mais malgré tout, c'est important aussi de connaître les animaux, les mots des animaux, et d'être capable aussi d'apporter le soin après avoir communiqué. Donc ça, c'est une dimension quand même que on peut pas, que vous ne pouvez pas retirer à votre être. Tout à fait vous d'accord. êtes aussi soignante Ouais. des animaux, donc vous êtes aussi vétérinaire. Et ça, c'est un élément important. Alors, comment vous êtes arrivé à devenir vétérinaire? Et en fait, pour moi, c'était capital de bien les connaître, justement. Donc c'est par rapport à l'éthique et l'engagement que j'avais depuis enfant, et de ne pas me fier simplement à mes ressentis, mes intuitions, le côté mystérieux, le côté énergétique, etc., intuitif. Et j'ai eu envie de vraiment tout leur donner. Et donc, quitte à tout leur donner, je veux vraiment avoir des connaissances médicales, parce que depuis enfant, j'ai envie de soigner. Donc, il me fallait un bagage, effectivement, biologique. En fait, j'étais passionnée par la biologie, mais vraiment à fond. Donc, naturellement, je me suis intéressée au métier de vétérinaire, mais j'étais déjà dans des études d'ostéopathie, de médecine chinoise. J'avais vraiment envie de toucher à tout pour essayer de les comprendre le mieux possible et me donner des portes, en fait. Et c'est vrai que je remercie mes 1000 fois le fait d'être passé par des études vétérinaires, notamment, c'est marrant à dire, mais la prépa, la classe préparatoire, on faisait énormément de biologie et c'est là que je me suis nourrie du vivant. Apprendre comment fonctionne une cellule, tout m'a passionnée et tout venait faire écho avec mes intuitions, mes ressentis. Et finalement, ça a rempli encore plus mon tissu médiumnique, ça c'est clair. Ça peut manquer, c'est pour ça, quand on n'a pas ce bagage-là, je reconnais que ça manque. Il nous faut quand même une connaissance végétale, une connaissance de la terre, une connaissance des astres. Je pense que c'est capital de ne pas compter que sur ses intuitions, mais aussi d'être dans l'échange, la découverte, l'apprentissage, faire le tri. Ça, c'est passionnant aussi de faire le tri. D'ailleurs, on le voit bien dans l'évolution de la médecine, qu'à un moment, on pense ça, et puis 2 ans après, on fait une découverte, finalement, c'était faux, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais au moins, on est en chemin de découverte. Et cette découverte permanente que m'ont amené les études vétérinaires, ça m'a suivi toute ma vie. Donc c'est vrai que je suis vétérinaire, je suis spécialisée en ostéopathie depuis 17 ans, je ne fais que des soins ostéopathiques en communication animale, mais je continue à échanger avec d'autres vétérinaires plus classiques, parce que le but c'est vraiment d'aider en fait, c'est de comprendre et pas d'imposer une façon de penser. Qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie vétérinaire? Qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie? Ce qu'on fait en ostéopathie humaine, c'est la même chose. Ouais, en fait, l'ostéopathie, pour moi, à la base, d'être une médecine de soins, c'est encore une fois une alchimie, une façon de vivre, une philosophie d'être, où on laisse la place à l'auto-guérison de l'être avant toute chose. Mais avec une grande connaissance du corps, pour le coup. Par contre, voilà, connaissance anatomique, physiologique, pathologique, etc. Et comportementale, il faut connaître les espèces, il faut connaître les habitudes de chaque espèce, et il faut connaître chaque être. C'est-à-dire que l'ostéopathie nous demande d'être dans le particulier, vraiment. Et du coup, la communication intuitive s'insère parfaitement là-dedans, puisque je vais peut-être rencontrer 10 chats dans la journée, mais chaque chat est unique. Et donc, cette communication consciente et intuitive va me permettre vraiment de goûter à quel point il est unique, celui-là, et à quel point, finalement, il sort du cadre habituel qu'on peut avoir appris à l'école. Voilà. Donc, ça vient, les deux pôles viennent énormément se compléter. Donc, cette démarche, elle s'inscrit dans une association, dans quelque chose, dans une structure? Oui. En fait, on a fondé une association, on a recréé une nouvelle association plus exactement, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Mais en arrivant ici, j'ai envie de refaire tout à neuf. Voilà, donc on a créé une nouvelle association qui s'appelle Terre d'Émeraude, qui pour moi a beaucoup de sens parce que c'est terre au pluriel. Ça fait suite à un rêve que j'ai fait tout enfant, en fait, où je rêvais que j'arrivais à réunir différents mondes qui ne se réunissaient pas. Voilà, c'était un beau rêve éveillé. Et en fait, toute cette terre, on me disait, c'est le domaine d'émeraude. Et voilà, tu vas réunir tout ça. Donc, faire en sorte que les êtres se comprennent. Donc, humain, animal, humain, végétal, humain, la galaxie. Et puis, animal, animal. Et puis, voilà, c'est vraiment créer du lien entre tout ça, et y compris dans d'autres plans aussi. Donc, ça, on ne le mettra peut-être pas dans toutes les vidéos, mais voilà, ça fait partie de ma nature aussi. Et donc l'association Terre d'Émeraude, c'est fondamentalement un refuge, avant tout. En tout, on a 90 hectares, mais là, sur le domaine de Saint-Blanca, on a 56 hectares d'un seul tenant, dont la moitié qui est dédiée pour la faune sauvage. Donc c'est une grande forêt qu'on a aidé à sauver de l'exploitation aussi. Et on laisse complètement cette part libre pour la faune et la flore sauvage. C'est important pour nous aussi, cet équilibre. Et la communication animale, c'est aussi respecter le vivant en général et s'insérer dans le monde vivant.
Voilà, peu importe comment. Donc pour nous, ça commence aussi par cette notion de respect. Donc il y a une partie faune sauvage, flore sauvage, il y a une partie refuge animalier aussi. Donc nous, on est plus spécialisés gros animaux ou petits ruminants. Enfin, voilà, chat, chien, on est complet. Voilà, donc on a un buffle, on a des vaches, on a des dromadaires, on a des poneys, des ânes, des chèvres, des cochons, etc. Et des chevaux, bien sûr. On a la partie élevage aussi. On a à la demande de certaines situations. Voilà. On a créé un élevage de chevaux tout doucement. Alors c'est un élevage éthique, donc avec des conditions de vie assez hors normes en fait, où on a recréé des conditions semi-naturelles. Donc l'étalon vit avec ses juments à vie sur son territoire, ce qui est assez exceptionnel en fait. C'est-à-dire que vraiment, alors on est avec eux tout le temps, c'est pas des animaux sauvages, hein, ils sont énormément éduqués. Voilà, on entretient énormément les terrains aussi, mais ce qui est magique, c'est qu'on a recréé des cellules familiales et les chevaux sont merveilleux. Et donc ces chevaux vont, les poulains en fait de ces troupeaux, partent aussi à ce qu'on appelle à un moment un sevrage tardif. Donc c'est pas du tout ce qui se fait dans l'élevage habituel. Là, dans l'élevage qu'on propose, c'est-à-dire qu'à un moment, le poulain, au lieu de partir à 6 mois, il part quand il est prêt. Et donc, c'est magnifique de voir la famille entière, cheval, dire bah là, c'est ton moment, ça y est, t'es prêt, ça peut être à 10 mois, à 12 mois, à 15 mois. Et le poulain va partir souvent vers des familles de cœur. Et ce que j'observe, c'est que souvent, c'est des gens qui fréquentent l'association, qui fréquentent aussi une forme de communication animale, une écoute, une envie de devenir aussi meilleurs, entre guillemets, avec leurs animaux. Et les poulains vont continuer le travail auprès de leurs humains. Donc, c'est magnifique. C'est un peu des émissaires qui partent dans chaque famille apporter du bonheur. Et après la partie élevage, on a la partie accueil, soins et stages, qui est quand même le pôle majeur. Voilà. Donc dans le château de Saint-Blanca, on accueille dans la partie stage plein de personnes. Des personnes qui sont simplement en demande d'ouvrir leurs portes et leur sensibilité à quelque chose de magnifique, ou des personnes qui sont aussi en transition, ou en malaise, ou qui se cherchent. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Donc on fait aussi de l'accueil pour ce genre de personnes. Et dans les stages, on apprend à se reconnaître grâce à l'animal, grâce à l'arbre, grâce à l'autre humain. Et on apprend à communiquer avec les animaux, mais aussi à soigner tout doucement, voilà, à se proposer des espaces de soins. Et après, il y a la partie consultation en ostéopathie et d'autres thérapeutes qui interviennent ici. Est-ce que vous avez des animaux préférés? Avec qui on communique mieux que d'autres? Ah, avec qui on communique? Avec tous. J'adore même les mouches, j'adore les abeilles, j'adore tous les animaux. Bon, évidemment, je porte dans mon cœur les chevaux et aussi les cétacés. Les baleines et les dauphins en particulier, c'est vraiment des êtres, voilà, on est liés. J'aime beaucoup les retrouver, ça me fait toujours beaucoup de choses, mais j'aime tous les animaux. Et après, en tant qu'animal totem ou fétiche, effectivement, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, parce que je suis depuis petite hyper connectée à tous les êtres, vraiment animaux. Je peux avoir non, on recommence. Je peux avoir des liens plus forts à un certain moment avec un renard, avec l'énergie d'un arbre, avec le cheval. Mais en fait, au fur et à mesure, l'énergie, elle bouge, quoi. Et d'ailleurs, une petite anecdote, j'étais en pleine retraite, là, cette fois, c'était il y a une quinzaine d'années, dans un tipi au milieu des bois au Québec, chez un grand chef algonquin. Et à un moment, on gardait le feu, puis à un moment, je dis, mais en fait, c'est qui mon animal totem? Et tout le feu qui s'est mis à se moquer de moi, il dit, mais en fait, c'est l'humain. Et ça m'a fait un grand choc. Je dis, bah oui, l'humain aussi est un animal totem, en fait. Ces réponses qui vous viennent, on les génère soi-même aussi. Oui. Elles sont déjà en nous, les réponses, mais les éléments, au fond, la communication, c'est parfois aussi les réponses qu'on a déjà en soi, qui sont révélées complètement par un feu, un animal, c'est ça. La nature. En fait, pour moi, toute la nature est le reflet aussi de la vie et on est le propre reflet de la vie. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on communique aussi et qu'on peut... Oui. Complètement. Et du coup, oui, il va y avoir une communication dans la personnalité, dans plein de choses, mais finalement, quand la vie veut nous envoyer une information, ça passe à travers un escargot, une paire de lunettes ou un chat. Ou soi-même. Voilà, c'est un lien intime avec la vie.